Je crois qu'il y a quelqu'un derrière moi. Je confirme, il y a quelqu'un derrière moi. Halloween, film de John Carpenter de 1979 avec Jamie Lee Curtis et Donald Pleasence, commence en 1963, la nuit d'Halloween à Haddonfield, Illinois, petite ville où tout le monde se connaît et tout le monde s'apprécie, une ville américaine par excellence, et où Michael Myers, jeune garçon d'une dizaine d'années, se met sur le visage un masque de clown et va aller assassiner sa sœur qui vient d'avoir une relation sexuelle avec son petit ami. Il va lui asséner plusieurs coups de couteau, la massacrer, et va se faire donc arrêté par la police et interné dans un asile psychiatrique. Pendant 15 ans, le docteur Loomis, joué par Donald Pleasence, va essayer de comprendre Michael, de traverser les barrières mentales de celui-ci pour essayer de comprendre son acte, et se rendre compte que Michael est une machine, le mal incarné, quelqu'un qui ne peut être libre, et surtout quelqu'un qui est sûrement capable de tuer encore. Le croque-mitaine, Boogeyman en anglais, figure mythologique de la peur du noir, du placard ouvert dans la chambre ou de la maison isolée en campagne, prend vie dans ce film sous l'identité de Michael Myers, appelé aussi le mal par le docteur Loomis. Le côté mascarade de la fête d'Halloween disparaît très vite, avec une mise en scène parfaite qui nous implique dans une histoire où on se retrouve de parti pris, puisqu'on se projette dans un univers nocturne que l'on n'apprécie pas plus que ça en général, et qui nous terrorise depuis la plus tendre enfance, comme Assaut nous terrorisait avec la violence urbaine. L'intelligence du travail de Carpenter va nous faire vite oublier le peu d'originalité du scénario. Il a été écrit en 8 jours à la demande d'un producteur qui voulait faire un film qui s'appelait Babysitter Murders. Donc du coup, il va baser son scénario et surtout sa technicité sur deux principes fondamentaux, le temps et l'espace. Le temps avec l'attente perpétuelle qui nous empêche de sursauter mais bien d'être terrorisé. On attend les meurtres, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont tomber. Et l'espace avec la caméra qui se déplace par les yeux du tueur la plupart du temps. Pour revenir sur la première séquence, le meurtre de la sœur de Michael, qui est très importante, elle a été étudiée dans toutes les grandes écoles du cinéma encore aujourd'hui par son efficacité. La première séquence est un bijou à tous les niveaux. Alors, le départ, on reste dans les lignes classiques du film de genre. Il y a les ébats entre les deux jeunes qui sont suivis par ces deux yeux et cette respiration très forte. Donc, on pense à un homme adulte, puisque personne d'autre ne serait censé regarder de façon aussi perverse les ébats de deux jeunes. On sait que cette jeune fille va mourir. Dès que le petit garçon s'en va, la personne rentrant dans la maison, on sait que cette jeune fille va mourir. Il y a ce masque de clown qui est quand même un masque de clown d'enfant, premier indice, qui est mis sur le visage. La respiration devient donc plus forte puisque enfermée dans ce masque. La main qui prend le couteau est très petite. C'est la main de Debra Hill en vrai, mais quand même reste très petite par rapport au couteau. Et là où ça devient complètement surréaliste, c'est qu'à partir de là, la montée des escaliers et la vue que l'on a est celle d'une machine. Notre vision, on voit quelque chose d'implacable. La vision est limitée en plus, ça n'aide en rien, puisqu'on voit à travers le masque. Et ça va rendre la scène stupéfiante et nous amener un stress assez impressionnant. Il y a quelque chose d'étrange dans la vision du meurtre. D'abord, la fille connaît son assassin, elle l'appelle Michael, et le couteau qui est trop grand pour cette petite main. Clairement, quand les coups sont assénés, la main est vraiment petite. Le meurtre est d'une grande sauvagerie exécutée. Et là, une fois que le tueur descend les escaliers et sort dehors, nous avons un plan arrière en steadicam comme cela, un long travelling arrière, qui nous fait comprendre l'étrangeté du crime.
d'abord le regard des parents de la fille qui arrive. On voit la vue du couteau ensanglanté dans la main. Il baisse les yeux pour regarder le tueur, donc déjà problème puisque c'est censé être un adulte. Puis les parents enlèvent le masque et on découvre un enfant d'une dizaine d'années avec un visage d'ange mais sans aucun trait d'humanité. Ni de caractère, et à croire qu'il ne se rend même pas compte de ce qu'il vient de faire, ce qui nous amène justement sur le côté psychopathe implacable de Michael. Ce garçon ayant osé transgresser l'ordre moral des enfants, la caméra va s'éloigner au cri de la mère, le père restant à côté de son enfant complètement désemparé et incapable de faire quoi que ce soit. C'est une scène juste voilà, exemplaire. La musique est angoissante à souhait et ça présage déjà du meilleur pour la suite qui arrive de suite. 15 ans plus tard, nous suivons le docteur Loomis, joué donc par Donald Pleasence, et nous explique par l'intermédiaire d'une infirmière très curieuse que Michael Myers est l'incarnation du mal et que le démon a pris possession de lui. Alors c'est vrai que bon, ça fait pas très scientifique, mais c'est vrai que le docteur Loomis est quand même très habité par sa volonté de garder Michael derrière les barreaux. Malheureusement, le mal s'échappe dans une scène surprenante avec l'apparition fantomatique des fous qui ont été libérés en même temps et qui sont en blouse blanche dans la nuit, seulement éclairés par les phares de la voiture de Loomis. Puis va s'en suivre l'attaque de Michael sur la voiture pour prendre la voiture et s'échapper. Et ces transitions de scène vont nous faire comprendre très vite que le croque-mitaine est de retour. Carpenter va pouvoir maintenant utiliser toutes ces références de cinéphiles pour nous présenter ses futures victimes. Tranquillement, il a le temps maintenant et il va nous présenter aussi la ville d'Haddonfield en plein automne, 31 octobre, soirée d'Halloween. Donc l'habile contraire d'ailleurs de Asso. Une ville où il fait bon vivre, des petites maisons agréables, ses habitants qui se connaissent tous, qui disent bonjour, le shérif qui connaît tout le monde et qui est là, mais pour plus surveiller que policé, on va dire. Tout le monde est insouciant. Il y a même des poncifs du genre, avec la jeune Laurie Strode, qui est jouée par Jamie Lee Curtis, qui est l'héroïne du film, qui est sérieuse, qui travaille et qui est donc vierge. Et ses amis qui passent leur temps à fumer des joints et à s'envoyer en l'air. On sait bien que celles-là ne passeront pas à la fin du film. Le sexe également est quelque chose d'assez conventionnel dans les films d'horreur. Là, ça l'est aussi. On devient des spectateurs privilégiés dès qu'on arrive à Haddonfield parce que la première scène nous a expliqué que le sexe c'était mal et qu'on risquait la mort et donc on sait bien que le mal va arriver, va rôder et que ça va mal se passer. Donc le tueur, on va l'apercevoir, il va trouver un masque assez bizarre, nous y reviendrons un peu plus tard, et va suivre Laurie Strode pendant assez longtemps. Elle va se rendre compte que quelque chose ne va pas parce qu'elle est intelligente, comme je le disais, et en parler à gauche, à droite, mais comme d'habitude, bien sûr, une fois qu'il regarde, il n'y a jamais personne. Carpenter ne tombe jamais dans la facilité en nous donnant par exemple des doses de meurtre comme le feront plus tard les films qui vont s'inspirer de celui-ci. Non, il est plus intéressé par la méthode que le tueur va employer en fait. Ce qui l'intéresse, c'est pas de nous faire sursauter, c'est que quand le tueur arrive, on voit que c'est implacable, que c'est fait, que ça va arriver et comment il va le faire. C'est ce stress-là qui est plus important pour lui. Et du coup, tous les petits gestes de la vie quotidienne, juste aller chercher le linge qui a séché dans le petit cabanon derrière, monter ou descendre, aller aux toilettes, tout ça, va nous faire flipper quand même. Et la moindre tâche sur un vêtement ou le coup de fil d'une maison à l'autre, alors qu'on sait que lui est par là et rôde, ça donne une ambiance pas trop dégueulasse. Et du coup, cette ville si agréable le jour à vivre va
va devenir effrayante la nuit par son dédale de rue que l'on pourrait assimiler à un labyrinthe de l'horreur dont on ne peut sortir puisque Michael a l'air d'être toujours là où il faut. Ça fait partie justement du côté mystique du personnage. Le docteur Loomis, lui, n'est pas étranger à cette peur, hein, puisque ses paroles sur Michael sont toujours, comme je le disais, surréalistes. Machine à tuer, incarnation du mal. Voilà, ça nous laisse à penser que rien ne pourrait abattre ce gars-là, quoi. Il n'y a que Laurie Strode d'ailleurs qui sera choisi pour incarner le bien et qui devra donc combattre l'entité qui est le mal, qui est Michael. Malheureusement, je vous spoil, mais sans spoiler, puisque vous savez qu'il y a 18 suites derrière, hein, le mal ne peut être tué, donc l'affrontement final ne mènera qu'à une seule chose, c'est Michael s'est échappé. Quand elle va lui demander est-ce que c'était le croque-mitaine, Loomis lui répondra oui, mon enfant, c'était lui. Halloween va faire 5 millions de recettes à l'époque, ce qui est déjà beaucoup. Va recevoir le grand prix du public, la Licorne d'Or, au Festival international de Paris du film fantastique et de science-fiction, qui était parrainé par l'Écran Fantastique. Il aura le prix de la critique à Avoriaz et fut en 1979 un succès autant critique que public, ce qui n'était pas banal pour un film de genre, puisque c'était considéré, je vous le rappelle, comme des films porno à l'époque. Le film donna le feu vert à une pléiade de remakes, de suites aussi, malheureusement, comme la série Les Vendredis 13, qui se regarde, hein, ça part vite en cacahuète, mais on va dire que du 1 au 4 c'est plutôt fun à regarder et drôle, mais il compense le suspense qu'utilisait Carpenter par le gore et les effets sanglants, grâce d'ailleurs au maquillage de Tom Savini sur la saga des Vendredis 13. Et Scream, qui lui utilisera Halloween comme fond de scénario et d'idées pour que les personnages disent même ouais mais regardez, dans Halloween il faut pas faire ça, le faire quand même et se faire dézinguer. Donc à la base, le scénario d'Halloween est une œuvre de commande que Carpenter a écrit en 8 jours et qui devait donc s'appeler Babysitter Murders, et je crois que c'est le producteur qui a dit que Halloween, comme ça se passait pendant la période d'Halloween, Halloween était un nom qui percuterait un petit peu plus le spectateur, et je pense qu'il n'a pas eu tort. Il a eu un budget de seulement 300 000 $, ce qui est pas énorme, mais qui était quand même beaucoup plus que certains films d'horreur. Ce film a été doté d'un plan hyper précis. Carpenter a travaillé vraiment minutieusement avec des storyboards pendant les 3 semaines de pré-production pour être vraiment prêt sur le tournage. Il ne voulait vraiment pas se rater sur ce coup-là. Et il va engager Donald Pleasence pour avoir une vraie vedette, hein. Jamie Lee Curtis, c'était son premier film. Il reviendra dans toutes les séquelles jusqu'à sa mort malheureusement. Il va faire un Loomis complètement irascible et absolument génial. L'acteur, il est bon, voilà. Il était en plus sur une pente un peu descendante et sa carrière est vraiment remontée grâce à ça. C'est Christopher Lee qui devait jouer le personnage de Loomis au départ. Il a décliné l'offre et il le regrettera très souvent. Mais voilà, c'est cet acteur qui nous fait le lien entre les films, puisque Jamie Lee Curtis, elle, ne reviendra que de façon partielle. Elle est dans le 1, le 2, le Halloween 20 et le début d'Halloween 8, mais qui ne font pas partie de la saga, hein, puisque quand les films ont été relancés en 2019, Michael est toujours vivant alors qu'elle l'a décapité dans Halloween H20. Et elle est morte dans Halloween 8. Mais bon, on va dire que ça se passera comme ça. Jamie Lee Curtis a depuis une carrière absolument fabuleuse, hein. Un poisson nommé Vanda, True Lies, j'en passe, des meilleurs. Un fauteuil pour deux, où elle montre sa plastique qui n'est pas tout à fait ragoûtante. Et pour rendre le tueur vraiment plus terrifiant, Carpenter va l'affubler d'un masque d'une incroyable pâleur, puisque repeint en blanc, et qui le fait d'ailleurs ressembler à un ange de la mort. Ce masque existait vraiment en magasin. Il était vendu comme étant la réplique de la tête de William Shatner en tant que Capitaine Kirk dans Star Trek. Si vous regardez, on voit quand même la ressemblance, même si le masque était quand même franchement plutôt mal fait. On se demande même si William Shatner n'a pas intenté un procès à la firme, parce que c'est quand même assez impressionnant. Et du coup, en ouvrant un peu les yeux et en
blanchissant le visage, on se retrouve avec l'horreur même. Et d'ailleurs, c'est souvent le masque qui apparaît avant la silhouette dans le film, et c'est ce qui fonctionne et qui nous fout la trouille vraiment à chaque passage de notre cher Michael à l'écran. Le film est sorti le 25 octobre 1978 à Kansas City, où il y a eu un énorme succès. Il remportera à l'époque la coquette somme donc de 5 millions de dollars, et au fil des ans plus de 65 millions, depuis encore plus, mais dans les années 90-2000, il était à plus de 65 millions de dollars de bénéfices, ce qui faisait 200 fois la mise initiale. Ça a été un des films les plus bénéficiaires de son époque. Il a été dépassé après par le projet Blair Witch et les found footage comme Paranormal Activity, ne coûtant rien, ayant eu des succès au cinéma, en tout cas pour le premier, assez importants. Il y a eu une version longue de Halloween, une version télé en fait, qui reste en scope. Comme le tournage d'Halloween était en cours, ils ont fait revenir les personnages pour faire tourner des scènes absolument inutiles, des scènes qui en racontaient trop, notamment sur le fait que Jamie Lee Curtis était la sœur de Michael. Donc c'est dit dans le 2, mais on ne le savait pas dans le 1. Voilà, bon, ça ne sert absolument à rien. La première scène d'ailleurs avec le masque de clown et le meurtre par Michael enfant est complètement cachée, puisque là du coup ils ont fait le masque tellement énorme et les yeux beaucoup plus petits que là on ne voit carrément rien. Il fallait pas faire peur aux spectateurs télé américains, et donc du coup elle existe dans le Blu-ray ESC de très bonne facture qui est sorti et qui ressort là en version un peu plus simple, qui est sorti en collector l'année dernière. Mais bon, vous pouvez le regarder si vous êtes vraiment des fans absolus, mais la version cinéma se suffit à elle-même. Il faut parler bien sûr de quelque chose d'hyper important dans Halloween, c'est la musique qui est composée bien sûr par John Carpenter, parce que comme il le dit lui-même, j'étais le musicien le moins cher que la production pouvait avoir. Donc ses influences sont du côté de Bernard Herrmann pour le Psychose d'Hitchcock par exemple, ou les films d'Hitchcock, et Ennio Morricone avec qui il travaillera plus tard pour The Thing. La musique existe dans plusieurs éditions chez Varese Sarabande. Vous en avez une pour le 20e anniversaire où vous avez les dialogues insérés entre des morceaux, tout ça. Voilà, c'est à vous de voir celui que vous préférerez. Apparemment Carpenter avait la musique du film en tête avant même d'avoir commencé à écrire une seule ligne du scénario du film. Ce qui a intéressé Carpenter dans Halloween, c'était le mal comme force indestructible de la nature. Il était intéressé par faire des panoramiques en cinémascope. C'était vraiment quelque chose qu'il n'avait pas pu faire sur Assaut, et là il s'est vraiment éclaté. Il y avait un tournage de nuit, il pouvait se payer Donald Pleasence pour 200 000 $. Il était jeune, il était content. C'était vraiment vrai bonheur pour un jeune réalisateur, quoi. Quand on regarde la scène d'ouverture et la scène de sexe entre les deux adolescents que regarde le jeune Michael, elle est considérée comme, je crois, la plus courte scène de sexe à l'écran, puisqu'entre le moment où il monte, on voit Michael regarder les jeunes monter l'escalier, lui faire même pas le tour de la maison, mais aller sur le côté, rentrer dans la cuisine, prendre le couteau, on voit le jeune sortir, il s'est passé 20 secondes. Donc je pense que la sœur de Michael n'a pas été vraiment satisfaite ce soir-là, et en plus elle se fait larder de coups de couteau. Bravo Michael. Donald Pleasence ne voulait pas faire le film, c'est sa fille qui l'a poussé à le faire parce qu'elle avait adoré Assaut. Et elle lui avait dit va voir Carpenter et essaie de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Il a accepté après avoir mangé avec Big John, et il a été adorable pendant tout le tournage. Ça s'est vraiment très bien passé. Bon, c'est un très bon acteur, hein. Il y a qu'à le voir en président de New York 97 aussi pour s'en rendre compte, et il a bien fait d'accepter. Nous remercions sa fille pour ce choix. Jamie Lee Curtis n'était pas le premier choix de John Carpenter. C'est la fille de Janet Leigh qui joue Marion dans le Psychose d'Alfred Hitchcock. Et oui, la fameuse scène de la douche, c'est la maman de Jamie Lee Curtis qui se fait, elle, larder par
maman dans Psychose, et elle est aussi la fille donc de Tony Curtis qui est le papa et que l'on a pu voir dans Spartacus de Stanley Kubrick, Les Vikings de Richard Fleischer, enfin énormément de films, il a joué avec Jerry Lewis, tout ça. Et pour nous en France, on l'aime absolument pour le rôle de Danny Wilde dans la grande série, malheureusement de 24 épisodes, Amicalement Vôtre. Le film fut surtout critiqué pour ses personnages parce que les gens pensaient que tout avait été fait exprès, comme quoi l'héroïne était vierge et que celle qui se faisait tuer ne l'était pas, donc la morale était sauve. En fait, ils voulaient juste la faire timide, puisque en général c'est le cas. C'était une rêveuse, voilà. Pour Carpenter, elle était timide, naïve, rêveuse, et le fait d'affronter Michael allait changer sa façon d'aborder la vie future. Halloween a toujours été un film de copains, c'est ce qu'a toujours dit Carpenter, c'est pour ça qu'il a adoré le faire. Donald Pleasence a rejeté aussi pas mal de dialogues sur lesquels il appelait sa femme, lui trouvait que c'était absolument, ça n'avait absolument déjà aucun rapport avec le film, et en plus ça correspondait pas du tout au personnage, et John Carpenter a pas osé lui dire non, donc des pages de script sont tombées parce que l'acteur a eu la bonne idée de dire non. Le nom de Brackett, le shérif de la ville d'Haddonfield, vient de Leigh Brackett, qui était la scénariste de certains films de Howard Hawks, dont Eldorado ou Le Grand Sommeil. Le nom de Loomis, joué par Donald Pleasence, lui, vient du personnage joué par John Gavin, toujours dans Psychose, qui est le détective privé engagé par la sœur de Marion, qui est tuée dans la douche. Alors l'une des questions qu'on a souvent posées à John Carpenter, c'est qu'est-ce qui vous fait peur? Ça le fait toujours mourir de rire, parce que comme si connaître les peurs de John Carpenter était fascinant ou allait changer la donne, lui il répond comme beaucoup de gens, ce qui lui fait peur, c'est la peur du contrôle de soi et de sa vie, et il avait aussi très peur des ténèbres et de la mort, mais c'est un langage universel, la peur, donc il était allé voir tout jeune un film qui s'appelait It Came from Outer Space, le météore de la nuit de Jack Arnold, et il a compris quand le météore lui arrive sur la gueule en 3D et que lui il s'est jeté à terre parce qu'il a vraiment cru que ça lui arrivait, il a compris ce qu'il voulait faire ce jour-là, terroriser les gens en faisant ce genre de film. Ça a été le déclic tout jeune, et il s'est échappé de la vie qui était peu trépidante pour lui, et s'est lancé dans le cinéma en faisant des films d'étudiants. Le fantastique étant considéré comme du porno, comme je l'ai dit, aux États-Unis, il pensait, et il pense encore d'ailleurs, que la plupart des Américains se disent que ceux qui font du film d'horreur sont des fous, des pervers. Heureusement, ça a changé depuis, mais enfin bon, en 1978, il fallait quand même avoir les ovaires bien accrochés pour pouvoir continuer ce genre de choses. L'idée que Debra Hill et John Carpenter ont eue en faisant Halloween, c'était surtout de placer une petite ville plein de gens, une vie gentille, des gens bien conservateurs et aveugles de la violence urbaine, de ce qui peut se passer à quelques kilomètres de chez eux, et les plonger directement dans l'horreur avec le mal incarné qui arrive chez eux, quoi. Carpenter disait souvent que les films d'horreur sont les plus amusants à tourner parce qu'il a plein d'amis qui veulent jouer les morts, qui veulent se placer en cadavre à gauche, à droite. C'est George Romero qui lui en avait parlé, et c'est vrai que sur Le Jour des Morts Vivants, George Romero avait souvent raconté que les journalistes du film qui venaient l'interviewer demandaient toujours à faire un figurant zombie dans un coin, et c'est quelque chose qui a toujours fait marrer Carpenter. Il y a une scène d'improvisation qui est absolument très très forte et bien jouée. C'est Nick Castle, un copain de Carpenter, qui joue le rôle de Michael Myers avec le masque. Et dans une scène, Michael Myers prend un personnage, le plante sur un mur, donc il est à hauteur, il est plus haut que lui, les pieds dans le vide, le personnage est planté, et Michael tourne la tête comme s'il regardait un tableau, fasciné de ce qu'il venait de faire. Et c'est une improvisation de Nick Castle qui jouait donc Michael Myers, et Carpenter a gardé la scène, il a trouvé ça absolument génial, il n'y aurait même pas pensé lui-même. Donc c'était vraiment un film de potes, et les idées de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas faisaient que ils ne pensaient pas avoir ce succès-là à la sortie, mais en tout cas, nous on sait maintenant que grâce à ça, ils ont réalisé un chef-d'œuvre.
Carpenter s'est toujours battu pour avoir le final cut de ses films, c'est-à-dire qu'on ne l'a jamais obligé à changer la fin d'un film. Il n'aura ce problème qu'avec Chevy Chase sur les aventures d'un homme invisible, pas pour la fin mais pour le film entier en lui-même. Pour la démarche de Michael Myers d'ailleurs, Carpenter s'est inspiré du travail qu'avait fait Yul Brynner sur le film Monde Ouest, Westworld, dont une série a été tirée derrière. Et c'est une sorte de premier Terminator avant l'heure. Vraiment, vraiment impressionnant. Un bon petit film, bien tourné. Et du coup, on se retrouvait avec un tueur qui était un robot invincible, inhumain, et même presque incapable de survivre sans son masque, puisque quand Laurie lui arrive à lui arracher le masque du visage, il le remet de suite comme si c'est sa vie qui en dépendait. Carpenter n'a jamais voulu faire de suite à Halloween. Bon, le futur lui a donné tort, hein, puisqu'il a quand même produit le 2 et produit le Halloween 2019 et le Halloween Kills qui sort donc là maintenant. Et bon, je sais pas si on n'aurait pas dû en rester là. Halloween 2 se regarde quand même, puisque c'est Carpenter qui a fait certaines scènes de l'hôpital, puisque Rick Rosenthal ne se dépatouillait pas du rythme. Il y avait vraiment quelque chose qui manquait. Et Carpenter est sorti du tournage de New York 1987 pour exécuter certaines scènes de meurtre dans l'hôpital, et notamment, je crois, la scène de l'infirmière qui est plantée dans le dos et soulevée comme ça par Michael. Voilà, je pense que Halloween restera dans les mémoires pour toujours et à jamais. C'est un film qui fonctionne encore aujourd'hui et qui est considéré par tous comme un chef-d'œuvre. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous pensez à la même chose ou si vous avez un Halloween que vous préférez au-dessus. C'est tout à fait possible. Halloween Kills nous a balancé une bande-annonce où Michael avait l'air très méchant. J'espère que ce sera le cas et que le film sera meilleur que la version de 2019. Je vous laisse avec ce lien sur Asso parce que c'est le premier film de Big John et que j'en parle aussi longuement. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Bye bye. Il est nuit maintenant. On n'est que tous les deux, mon petit Michael. J'ai mis mon pyjama, tu aimes? Aïe! Pourquoi tu me coupes?